Merci Madame la Présidente. Chers et chers collègues, nous sommes ici aujourd'hui pour examiner effectivement cette proposition portant déconjugalisation de l'allocation de soutien familial. C'est une disposition qui peut être un peu technique, donc je voudrais démarrer en prenant un exemple qui peut même nous permettre de rentrer peut-être un peu précisément dans l'objet de cette proposition de loi. Imaginez, prenons le cas en fait similaire de deux enfants assez représentatifs de ce que les associations nous ont fait remonter. Deux enfants qui vivent seuls avec une mère séparée de leur père. Vous auriez dans un cas, imaginons qu'il s'appelle Ismaël, un enfant qui reçoit une pension alimentaire de 200 € par mois qui est versée par son père à sa mère. Premier cas qu'on connaît toutes et tous, qu'on voit dans nos circonscriptions. Un second cas, imaginez une petite fille, la petite Julie, qui, elle, ne reçoit pas de pension alimentaire de son père. Et donc, pour pallier ce défaut de pension alimentaire, eh bien, la CAF lui verse à sa mère 187,24 € par mois d'allocation de soutien familial. Vous avez deux situations types ainsi. Imaginons que les deux mères, la mère d'Ismaël et la mère de Julie, fassent le choix de se remettre en couple. Quelles sont les conséquences pour chacun des deux enfants? Elles sont très distinctes, puisque pour Ismaël, il ne se passe rien. Avoir un nouveau ou une nouvelle partenaire n'empêche en rien sa mère de recevoir une pension alimentaire pour assurer les besoins d'entretien et d'éducation de l'enfant. Il pourrait y avoir une réévaluation qui serait ordonnée par le juge aux affaires familiales en cas de saisie, qui considérerait les revenus et les charges. Mais en tant que tel, le fait que sa mère se remette en couple ne change rien à la pension alimentaire que reçoit cet enfant. En revanche, pour la petite Julie, qui elle ne reçoit pas de pension alimentaire de son père, si sa mère se remet en couple, alors elle perd l'allocation de soutien familial. Ainsi, on constate qu'aujourd'hui, le système des prestations familiales, dans ce cas précis, entretient une vision archaïque de l'organisation des familles, entretient un traitement inégalitaire des enfants et attentatoire à leurs besoins, et malheureusement, c'est bel et bien l'état du droit dans notre pays, et c'est le sens de la discussion que nous voulons avoir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'allocation de soutien familial? Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas lu le rapport, contrairement à tout le monde ici, l'allocation de soutien familial est une prestation dont on fête les 40 ans cette année, qui est une prestation monétaire sans condition de ressources. Elle est dédiée à un parent qui élève seul un enfant, sans le soutien de l'autre parent. Alors, ça recouvre deux types de situations distinctes. Il y a d'abord l'ASF dite à taux plein, 249,59 € par mois et par enfant. Ça concerne un enfant qui est recueilli par une personne qui n'est pas son parent et qui est privé de l'aide de ses deux parents. Donc, c'est lorsque vous accueillez un enfant qui n'est pas biologiquement le vôtre, vous recevez cette allocation dite à taux plein. Il y a aussi l'ASF à taux partiel, plus courante, de 187,24 € par mois et par enfant, qui, elle, s'adresse à un ménage dont l'enfant est privé de l'aide d'un de ses parents. Cette situation, c'est celle de plus de 99% des enfants bénéficiaires. Donc, c'est la situation largement majoritaire dans cette prestation. Cette même allocation peut recouvrir, là aussi, plusieurs situations distinctes. D'abord, elle peut être différentielle. Si un enfant bénéficie d'une pension alimentaire plus faible que cette allocation, donc inférieure à 187,24 €, eh bien, il y a une compensation du différentiel. Deuxièmement, elle peut être recouvrable. Par exemple, il y a une pension alimentaire qui est censée être versée, elle est fixée, mais elle n'étant pas versée, eh bien, l'ASF vient pallier à cette absence de pension alimentaire. Enfin, elle peut être dite non recouvrable dans les cas où l'enfant est orphelin d'un parent, qu'il n'est pas reconnu, que l'autre parent est insolvable, ou dans un délai de 4 mois, lorsqu'aucune pension alimentaire n'a encore été fixée. Bref, quel que soit le type d'ASF, dont on voit qu'elle recouvre des situations très distinctes, son importance accrue au fur et à mesure que le nombre de familles monoparentales augmentait dans notre pays. Aujourd'hui, 860 000 familles, couvrant près de 1,5 million d'enfants, 1,3 exactement, sont bénéficiaires de l'ASF parmi les 2 millions de familles monoparentales françaises. C'est donc une prestation de masse. Venons-en maintenant à la condition d'isolement à laquelle est soumise l'ASF, ce qui empêche, dans l'exemple que je donnais au début, la petite Julie et sa mère de percevoir à nouveau l'ASF après un remariage ou une remise en couple. Le Code de la sécurité sociale prévoit, je cite, « Lorsque le père ou la mère, titulaire du droit à l'allocation de soutien familial, se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. » Pourquoi cet état du droit? Deux dynamiques de fond ont justifié son instauration. D'une part, elle correspond à un traitement patriarcal des familles sur lequel s'est construit l'État social et qu'elle perpétue. La mère est sous tutelle financière de son ancien ou de son nouveau compagnon, les deux situations étant exclusives et surtout les deux situations étant systématisées. D'autre part, elle correspond à une logique budgétaire qu'assumait en 1984 le rapporteur du texte instaurant l'ASF à l'Assemblée nationale, déclarant, je cite, «
vous comprendrez aussi que des raisons financières ont prévalu dans la décision de ne pas étendre l'allocation à des catégories nouvelles. Alors pourquoi devons-nous abroger cette condition, comme vous y invite cette présente proposition ? Nous devons mettre fin à la condition d'isolement pour deux raisons principales. La première, rattachée aux droits de l'enfant. La seconde, rattachée à l'autonomie des femmes. Sur les droits de l'enfant d'abord, je veux rappeler que l'ASF s'adresse bien, en premier lieu, aux enfants et à leurs besoins, et non à la situation conjugale de leurs parents. En effet, en tant qu'héritière de l'allocation orphelin, l'ASF n'est pas une allocation pour parents isolés. Mais je cite là encore le rapporteur du texte en 1984 à l'Assemblée, c'est une allocation d'éducation et d'entretien, qui est donc bel et bien destinée à couvrir des besoins de l'enfant. D'ailleurs, l'allocation parents isolés qui existait a laissé place en 2008 au RSA majoré qui, lui, s'adresse aux parents isolés. Trop souvent, les deux sont confondus. La première est prise pour la seconde, et ce, au détriment des enfants. Il y a bien en droit français une allocation parents isolés, qui est le RSA majoré, et une allocation de soutien familial qui est destinée aux besoins de l'enfant. On ne parle que de cette allocation-là. Cette distinction est cruciale, parce que les enfants qui vivent en famille monoparentale sont bien plus précaires que ceux qui vivent dans une famille nucléaire. 41% des enfants concernés vivent sous seuil de pauvreté, contre 21% dans ceux qui résident en famille nucléaire. C'est donc un rapport du simple au double en termes d'exposition et de risque de pauvreté. Et ces indicateurs sont encore plus dégradés dans certains territoires, notamment au sein des Outre-mer. Ceci est d'autant plus important qu'un tiers des bénéficiaires de l'ASF vit dans le premier décile de niveau de vie, après redistribution, parmi les 10% les plus pauvres. Et plus de la moitié d'entre eux font partie des 20% les plus pauvres dans notre pays. Alors concrètement, que signifie la condition d'isolement qui est faite aux bénéficiaires de l'allocation de soutien familial? Ça signifie qu'on retire le bénéfice de l'allocation, une somme déjà très faible, on l'a dit, 187,24 €, à des enfants généralement pauvres, par la simple considération de la vie conjugale de leurs parents, le plus souvent leur mère. En somme, on facture aux enfants et à leurs besoins la mise en couple de leurs parents, ce qui me paraît porter atteinte à leur dignité. Et ce, y compris si le nouveau compagnon du parent solo gagne moins. Imaginez par exemple une femme payée au SMIC qui vit seule avec son enfant. Si elle se remet en couple avec quelqu'un qui perd son emploi et devient bénéficiaire du RSA, donc il y a des revenus inférieurs aux siens, elle se retrouve au milieu d'un effet ciseau. On lui retire l'ASF dont bénéficie son enfant via elle, et en même temps elle a une charge familiale évidemment supplémentaire vis-à-vis de son nouveau compagnon qui gagne moins que elle. Donc il y a ici des effets de double peine qui sont au cœur de cette allocation et de son critère d'isolement. Sur les droits de l'enfant, toujours, je souhaiterais rappeler que cette situation est d'autant plus injustifiable qu'elle perpétue des inégalités. En effet, si l'enfant a la chance, quelque part, de bénéficier d'une pension alimentaire, la remise en couple de son parent, avec lequel il réside, ne signifie pas que la pension alimentaire cesse d'être versée. Pour l'enfant qui ne touche pas de pension alimentaire, la remise en couple de son parent signifie en revanche l'arrêt de l'allocation de soutien familial. Là aussi, double peine, ni pension, ni allocation. Telle est la perspective, malheureusement, que le droit actuel propose à ces enfants. Mais la condition d'isolement ne porte pas uniquement atteinte aux droits des enfants. Elle est un archaïsme qui perpétue, pour les mères concernées, des représentations et organisations familiales assez datées, auxquelles je pense que la plupart d'entre nous ici souhaitons mettre fin. En effet, le parent isolé est dans 85% des cas. De ce fait, la condition d'isolement pénalise principalement des femmes, qui sont contraintes de choisir entre le bénéfice de l'allocation de soutien familial, c'est cette petite allocation, et le droit d'entamer une nouvelle relation, c'est-à-dire le droit au bonheur pour elles. Réalisons, collègues, qu'aujourd'hui, une mère seule qui souhaite engager une relation amoureuse reçoit une facture de 187,24 € prise sur les besoins de l'enfant. Pour une mère seule qui est rémunérée au niveau du SMIC, ça représente 11% de ses revenus qui peuvent être amputés en cas de remise en couple. Ceci est d'autant plus vrai que les familles monoparentales avec une mère sont plus précaires que celles avec un père. En définitive, la condition d'isolement est une atteinte à l'autonomie des femmes que nous vous proposons aujourd'hui d'abroger. À ce sujet, je tiens à souligner, et je sais que les amendements permettront de revenir sur ce sujet, je tiens à souligner que nous avons déjà conduit ici une réflexion similaire. De la même manière que nous avons considéré, toutes et tous, unanimement, au final, après des discussions, de la même manière que nous avons considéré qu'un adulte en situation de handicap ne devait pas dépendre des revenus de son conjoint, nous considérons que l'enfant, privé de l'aide d'un de ses parents, ne doit pas dépendre de la situation conjugale de son père ou, le plus souvent, de sa mère. C'est sans doute pour cela, par attachement à l'égalité et à l'autonomie des personnes, que 61% des Françaises et des Français approuvent cette déconjugalisation dans le sondage Toluna Harris Interactive qui a été dédié il y a 10 jours. Et il y a une majorité dans ce sondage chez les sympathisantes et sympathisants de tous les groupes parlementaires représentés aujourd'hui dans cette commission. Ainsi, c'est pour défendre les droits des enfants, l'égalité entre les cas d'Ismaël et Julie, dont je vous parlais au début de mon propos,
mais aussi l'autonomie des femmes et leur droit au bonheur, que la suppression de la condition d'isolement vous est proposée par l'article 1er de cette proposition de loi.